C'est vrai que la communauté, c'est une chose pour dire et de la parole avec rien, c'est ça? Rien, c'est pas mon cœur. Ok. Dans les mails, il y a une c'est pour ça. Oui. C'est bon. J'essaie de gérer. Comment les slides pour aller pour Anna? Non, pour nous, pour aller. Ah oui, d'accord. Ah, tu n'as pas partagé ton écran. Comme ça, ah ouais, c'est pour les gens qui sont devant. Non, tu peux pas. Oui, j'ai screen. Après, tu gardes ça. On peut garder tout, pas de souci. Tu mets chez moi. Oui, et je reviens sur le slide. Oui, si tu peux comment dire, tu avais des dépenses, c'était là, je pense. Il y a pas vraiment. Et là, c'est bon, je pense. Bon, voilà, on va commencer. En fait, il y a Kim, notre première intervenante en présentiel, mais elle est un peu en retard. Donc, on va commencer avec Anna Doisy qui est en ligne. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour assister à notre événement hybride cette fois-ci. On l'a intitulé « Progresser grâce aux données, retour d'expérience en sciences de données en consultation scientifique ». Voilà, donc j'ai le plaisir, en fait, tout d'abord un grand merci déjà à DataCraft, à l'équipe de DataCraft qui ont accepté de nous accueillir dans leurs locaux. Donc merci beaucoup et je passe la parole à Xavier pour vous présenter DataCraft rapidement. Eh ben, merci à vous, on est très content d'accueillir la communauté Hermélise. Je suis Xavier, je suis directeur des opérations de DataCraft. Je vais vous présenter DataCraft très rapidement. Et après, si vous voulez plus d'infos, vous pourrez soit discuter avec Julien qui restera avec vous, soit nous envoyer un mail. Donc, DataCraft, on est une startup et on est un club pour les experts de la data, avec l'objectif de partager des bonnes pratiques contextaires. On organise des événements, plutôt des ateliers pratiques, un à deux ateliers par semaine, où on a toujours souvent un jeu de données. Et puis, alors nous, on est plutôt Python que R, mais on n'a encore pas organisé d'atelier en R, mais on serait ravis d'en faire. Donc, on a souvent un membre qui amène une problématique, un jeu de données, et puis on va coder ensemble, on va essayer de résoudre la problématique ensemble. Donc, on fait des événements pratiques. On a aussi des événements un peu moins, où on code moins, comme des états de l'art ou des retours d'expérience. Mais en tout cas, voilà. Donc, la communauté aujourd'hui, c'est 35 entreprises, donc plutôt des bons groupes. Donc, il y a le groupe Accor, il y a la Française des Jeux, l'URSSAF, la Poste, la Banque Postale, le Crédit Agricole, Bouygues. Voilà, il y a l'Oral qui vient de nous rejoindre. On a aussi des organismes publics tels la PHP, l'Hôpital de Paris, le CHOM, qui est un service de géographie et d'océanographie de la marine, l'URSSAF que j'ai déjà dû citer. Voilà. Et on a aussi le ministère de la Marine nationale, qui vient de nous rejoindre. Donc, voilà. Donc, on a en fait une communauté qui est assez hétéroclite et on a aussi dans la communauté des chercheurs et des freelances. En fait. Donc, les entreprises ont adhéré au club en échange d'un abonnement pour que leurs experts data profitent de la communauté. Et de l'autre côté, les chercheurs et les freelances peuvent adhérer au club gratuitement en échange de donner du temps à la communauté, de participer à la communauté. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus. Je vais vous laisser. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Anna. Voilà. Et voilà. Et si vous voulez en savoir plus, donc il y aura Julien qui sera là en présentiel. Sinon, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@datacraft.paris. Voilà. C'était une très bonne soirée. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va commencer par notre première intervenante qui est Anna Doisy. Elle nous rejoint en ligne de l'île de la Réunion. Donc, Anna, elle est chercheuse, consultante et formatrice en méthodologie expérimentale et analyse de données en R. Et là, depuis 2020, elle est devenue indépendante en créant sa propre entreprise, Douala R. J'espère que je la prononce bien. Vous nous entendez, Anna? Oui, je vous entends très bien. Et vous? Merci. Donc, c'est pour cela, Anna, elle va nous parler ce soir de freelance et Air Lady, un duo gagnant pour la démarche expérimentale. Après, notre deuxième intervenante, ça sera Kim Antunes, elle va être en présentiel, en principe.
Donc, Et là, elle vient d'arriver. ah, bienvenue. Bienvenue, Kim. Et du coup, Kim, elle est statisticienne publique chez l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Donc, Kim, elle est investie depuis 8 ans dans le logiciel R et sa communauté. Elle s'intéresse en particulier à l'analyse spatiale et à la data visualisation et plus largement aux méthodes qualitatives appliquées aux sciences sociales. Donc, Kim, elle va nous parler de son roman d'apprentissage avec un grand R. Voilà, donc je cède la parole à... du coup, on va commencer avec Anna. Du coup, je cède la parole à Anna. Allô? Oui, est-ce que c'est possible de partager mon écran? Vous êtes co-host, je pense. Ouais, il faut juste arrêter le partage d'écran. C'est bon, c'est fait. Hop. Alors, je vous ai perdu. Comment on fait pour vous agrandir? Que je vous vois un peu. Comment on le fait? Ah, bon. C'est très perturbant de faire des événements à distanciel comme ça, où il y a une partie des participants qui est en mixte et moi en distanciel. J'ai fait ça la semaine dernière et j'étais hyper mal à l'aise parce que je voyais personne et je savais pas quelles étaient les réactions des gens. Et je pense que ça va être un peu pareil ce soir. J'arrive même pas à voir toutes les... Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Oui, oui. Super, merci. Donc, comme, comme notre chère présentatrice l'a dit, je suis à mon compte et je travaille avec R. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des Python friendly dans la place, mais j'ai pas de... Ça va, j'aime bien Python aussi. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais voilà. En fait, je vous fais juste un petit background vite fait pour que vous compreniez mon intention de ce soir. C'est ça fait 5 ans que je suis dans le domaine de la démarche expérimentale et des statistiques, plutôt côté agronomie. Et ça fait 3 ans et demi que j'ai créé mon entreprise et j'ai changé de positionnement dans mon entreprise. Et je vais vous raconter ce changement de positionnement et pourquoi. Et en fait, donc j'ai fait mes études d'ingénieur en agronomie et agroparétech et j'ai fait un double diplôme dans un master de maths, donc j'ai un peu la double casquette. Et je suis partie à La Réunion. À la base, c'était pour les vacances. Et finalement, comme beaucoup de personnes qui vont en vacances à La Réunion, je suis restée et j'ai trouvé un job en tant qu'assistante statisticienne au CIRAD, c'est un centre de recherche en agronomie. Et j'ai vraiment adoré parce que mon job, euh, c'était les jobs support où en fait les personnes qui ont besoin d'aide en stats venaient me voir et je les ai accompagnées dans leurs analyses de données et tout. C'est tellement bien que je me suis dit j'ai envie de continuer de faire ça et j'ai créé ma boîte. Voilà. Et du coup, euh, les personnes avec qui je travaille, en fait, pour moi, je les vois vraiment comme des héros. Et c'est des personnes qui vivent une histoire, une aventure, en fait, et j'ai envie de les accompagner dans cette aventure. J'ai envie qu'ils soient bien. Et cette aventure, c'est le projet scientifique, un projet expérimental. Donc, il y a des grandes phases qui sont assez... Enfin, là, je simplifie un peu, mais en gros, il y a une première étape où le chercheur veut créer un projet. Et puis, il y a une phase d'expérimentation où là, on va chercher les données. Puis une phase où on veut chercher à comprendre ces données. C'est là où on va faire des statistiques ou des modèles et qu'on va utiliser R. Et une phase ensuite à comment raconter une histoire avec mes données et comment les diffuser à d'autres personnes, que ce soit d'autres scientifiques ou des gens qui sont des gestionnaires, des agriculteurs, le grand public, etc. Et dans la démarche expérimentale, du coup, on a une phase d'hypothèse, des mesures
les analyses, l'interprétation, et ça fait du feedback. Enfin, c'est une boucle où, une fois qu'on a interprété quelque chose, et ben, en fait, on va prendre une décision pour refaire des hypothèses et le chemin recommence. Et en fait, à la base, je me présentais comme biostatisticienne. Et en fait, quand on entend biostatisticien, c'est vraiment, on a l'impression qu'on est dans la phase je cherche à comprendre mes données et que je vais faire que des stats. Et en fait, je me rends compte que moi, j'ai envie d'intervenir partout, à chaque étape, sur toute la méthodologie du projet. Et en général, le problème, c'est que les gens, ils arrivent au moment où c'est le plus difficile pour eux. Et c'est le moment où il faut se mettre à R. Et il y a, dans mon domaine, en tout cas en biologie, il y a les maths, ça fait un peu peur. Et c'est pour ça que j'ai mis une forêt sombre et brumeuse. Et les gens arrivent à ce moment-là et du coup, je peux leur proposer différents types de services. Il y a une partie, enfin, ça c'était plutôt avant, donc je faisais des prestations où donc en gros les personnes me demandaient d'analyser leurs données pour eux. Et puis j'ai fait aussi des accompagnements. J'ai commencé à faire ça il y a 1 an à peu près. Et donc là, l'accompagnement, c'est plutôt la mise en autonomie de la personne. Et en fait, ce qui s'est passé à un moment, c'est que j'allais pas bien du tout. J'étais hyper en colère, je me sentais complètement inutile, j'étais démotivée, j'ai perdu toute mon énergie, alors qu'au début de mon entreprise, j'avais pas du tout ça. Et vraiment, j'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui me posait problème au début. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que mes clients, ils n'étaient pas forcément hyper heureux non plus. Enfin, quand en fait, on arrive à la phase des analyses de données, ben, on est et qu'on demande un avis à un statisticien, ben, il y a une sorte de perte de confiance, de perte de sens, un manque d'efficacité, un sentiment d'incompétence, que c'est pas tous les gens avec qui j'ai travaillé, mais certaines personnes, c'était le cas. Et ça m'a vraiment minée. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était un problème plus général. Ce que j'ai repéré, en fait, c'est qu'il y avait un énorme manque de cohérence entre la question expérimentale, scientifique posée au départ et la nature des données qui étaient récoltées. Et en fait, du coup, moi, je me retrouvais là à vouloir coller des modèles sur des trucs où soit je pouvais pas répondre à leurs questions, ou soit j'étais obligée de triturer les données pour qu'elles ressemblent à quelque chose pour répondre à la question. Et en fait, j'étais en conflit d'intérêts par rapport à la science. J'ai accepté de travailler avec des données inadaptées et ça n'encourageait personne à cesser les mauvaises pratiques. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était ça le problème. Donc voilà, au début, j'étais pas contente. Puis je me suis dit, bon, d'abord, je vais prendre soin de moi et je vais essayer de remettre de la compassion pour ce que j'étais en train de vivre et pour les personnes avec qui je travaillais. Et je me suis dit, bah, comment faire pour changer les choses et je me fais accompagner par des coachs en entreprise et ils m'ont aidé à débloquer quelque chose. Et je me suis rendu compte que je pouvais agir sur le cadre du travail et en fait mettre une sorte de prérequis avant. Quand les gens arrivent en début de phase de projet, en fait, c'est cool parce qu'on va poser toutes les bases ensemble. Je vais pouvoir poser toutes les questions qui fâchent au départ. Et voilà. Mais quand les personnes arrivent au moment où les données sont déjà saisies et que c'est trop tard, entre guillemets, mais en fait, ce que je suis en train de mettre en place, du coup, c'est une sorte d'audit des données, du protocole, de la documentation, de voir en fait si le truc il est carré, s'il y a une question expérimentale qui existe et qui est propre. Et voilà. Et dans ce cas-là, si c'est OK pour moi, cette phase-là, il y a aussi dans cette phase un des critères qui est pas très mesurable, mais qui est hyper important pour moi, c'est l'état d'esprit de la personne. Si la personne, elle a envie de s'améliorer dans sa démarche expérimentale, elle a envie de se remettre en question, elle a envie d'apprendre des trucs, mais en fait, j'ai vachement plus envie de travailler pour cette personne que quelqu'un qui est perçu, enfin, qui sait déjà comment ça marche, ou au contraire, qui est dans un doute tellement fort que
juste montrer les failles du projet, ça fait la personne elle craque et ça m'est arrivé malheureusement. Et donc du coup, si c'est le cas, ben là, enfin j'ai envie voilà d'avoir une sorte de phase de prérequis et à ce moment-là, je peux proposer un accompagnement ou des prestations. Et si c'est pas OK, ben du coup, je peux proposer à ces personnes-là du conseil sur le nettoyage de leur base de données et la documentation de leur protocole, etc. Mais en fait, j'ai pas envie de le faire moi, c'est pas mon rôle, c'est leur donner à eux. Quitte à ce qu'on le fasse ensemble, mais en tout cas, c'est comme si la personne, en me refilant son jeu de données, euh, où là, il n'arrive pas à se dépêtrer, c'est de me refiler une sorte de responsabilité de, en fait, ce qui se passait pour moi, c'est que si je réussissais pas à analyser le jeu de données, c'était ma faute. Et en faisant cet audit, ben, d'une certaine manière, ça remet la responsabilité au bon endroit. Voilà, donc j'ai commencé à faire des petits audits petit à petit, ça est en train de se mettre en place et c'est vraiment chouette, c'est vraiment agréable. Voilà, je vous montre juste que je fais j'aime bien faire des petits schémas un peu dessinés pour expliquer des choses qui sont que je répète souvent. Donc par exemple là j'ai fait un petit schéma sur l'exemple minimal reproductible. Si vous voulez le récupérer, je me suis directement inspirée de Stack Overflow. Mais si vous voulez le récupérer, c'est sur mon site internet. Et ça, c'est un truc que c'est pour dire à la personne, ben voilà, en fait, tu as besoin d'aide, mais aide-moi à t'aider. Et donc voilà toutes les instructions pour faire un exemple minimal reproductible pour que moi je puisse t'aider. Et en fait, du coup, mon expertise n'est pas que à l'endroit des analyses de données. Je fais aussi, donc je travaille aussi en amont de la phase de récolte des données, donc sur la co-création de protocoles, tout ce qui est questionnage, plan d'échantillonnage, le plan de gestion de données, plan d'analyse statistique. Donc, par exemple, j'ai mis en place un plan de suivi, un protocole de suivi d'une micro-forêt qu'on a plantée dans l'ouest de l'île il y a un peu plus d'1 an. Et c'est assez marrant parce que du coup, on a fait un suivi de la croissance des arbres qu'on a plantés. C'est des plantes endémiques qui n'existent, dont les espèces n'existent qu'à La Réunion. Et on a suivi l'évolution de leur croissance. Et en 1 an, en fait, elles ont poussé 5 fois plus vite que ce qu'on avait dans la bibliographie. Donc, on a une forêt qui ressemble à une forêt de 5 ans, alors qu'elle a 1 an. Donc, c'était assez marrant. Voilà. Dans la partie de recherche des données, je vois beaucoup de... Bah, je sais pas du tout quel profil vous êtes de gens, mais dans le milieu de la recherche, on n'a pas forcément beaucoup de sous pour faire une application de saisie de données en un claquement de doigts. Et du coup, il y a quand même des solutions pour... Enfin, moi, je pense à des chercheurs qui vont sur le terrain, sous la pluie, dans la forêt, avec une feuille et une plaque là où on clip la feuille. Et après, c'est écrit au crayon de papier. Et puis, la personne rentre le soir, elle est trop fatiguée, elle se dit, bah non, je vais informatiser demain. Et puis, le lendemain, il y a des taches d'eau, le papier à moitié déchiré. Et du coup, ben, c'est typiquement source d'erreur pour saisir les données. Donc voilà, je peux proposer aussi des petites astuces pour optimiser cette phase-là, notamment avec une application qui s'appelle Kobo Toolbox, qui est open source, qui est vraiment dédiée à tout ce qui est sciences participatives et recherche sur le terrain, et qui n'a pas besoin de connexion Internet pour fonctionner sur une tablette, typiquement. Voilà, et à la fin, quand il y a la partie du coup où le jeu de données a déjà été compris, mais comment on va le raconter, comment on va trouver un fil rouge là-dedans pour raconter une histoire. Donc les chercheurs en général, ils passent par des publications, mais parfois ils ont envie de communiquer leurs résultats à une autre sphère, soit d'autres chercheurs, mais dans une autre... donc par exemple des mathématiciens, mais qui veulent partager leur expertise à
des écologues, par exemple, mais les écologues qui n'ont pas du tout envie de programmer un modèle, enfin voilà, ou bien pour des agriculteurs ou pour des collectivités et des choses comme ça. Et dans ce cas-là, moi, je sais pas les gens de Python si vous connaissez, mais j'utilise Shiny pour faire des tableaux de bord interactifs. Et du coup, je commence à en avoir pas mal, mine de rien. Et je suis hyper contente de ça parce que ça permet vraiment de matérialiser les résultats d'une recherche. Enfin, par exemple, j'ai accompagné un ami qui était en thèse et l'application de Shiny que j'ai fait pour valoriser les résultats de sa thèse, ben, c'est quelque chose qu'il pouvait genre juste montrer à ses parents, alors que ses parents, ils n'auraient jamais pu lire sa thèse ou un article rédigé en anglais, quoi. Donc voilà. Ça, c'est tout ce que je fais. Et en même temps, ben, je fais aussi en fait, j'ai une casquette du coup d'accompagnatrice et de collaboratrice de recherche, mais j'ai aussi une casquette de formatrice, parce que pour moi, tout ça, c'est rien si il n'y a pas la notion du partage. Et alors, je sais pas pourquoi la diapo a décalé le texte, et voilà, vous voyez l'intention. Du coup, PALP, c'est l'acronyme pour pédagogie active, ludique et participative. Dans mes formations, j'ai vraiment à cœur de ne pas être que dans une démarche transmissive, comme à l'école où c'est le prof qui sait et les apprenants qui absorbent le savoir. Moi, j'ai vraiment envie que l'apprentissage vienne du groupe et qu'il y ait l'intelligence collective et qu'on parte des projets et de l'expérience des personnes avec qui je travaille. Je trouve ça passionnant. Il y a donc voilà, donc j'ai une formation. Pour l'instant, j'ai pas énormément de formation à mon arc, mais j'ai une formation pour démarrer avec R, une formation R Markdown et la reproductibilité. Et là, je suis en train de faire une formation sur comment prendre soin du début de l'aventure, justement, toute la phase avant la saisie de données. Donc là, il n'y a pas de R, pas de programmation, rien du tout. C'est juste, on réfléchit, on se pose des bonnes questions pour le démarrage du projet, et notamment la mise en place d'un protocole expérimental. Je fais aussi des petites collaborations avec d'autres freelances ou d'autres collègues, typiquement comme ce soir. Donc, je publie sur les réseaux sociaux depuis 2 ans et demi, un truc comme ça, toutes les semaines. Donc, et j'ai une newsletter maintenant d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Et voilà, je fais des petits ateliers aussi de découverte de la science, des graphiques, à des personnes qui ne sont absolument pas dans le domaine scientifique. Et du coup, par exemple, j'ai fait un petit atelier pour apprendre à bien lire ces graphiques et notamment se méfier un peu de certains graphiques dans les médias où il manque un axe, où l'échelle est tronquée, des choses comme ça, juste avoir un peu plus d'esprit critique par rapport à tout ça. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire que souvent ce que j'aime plus que tout, c'est quand les personnes avec qui j'ai travaillé me disent que ah mais finalement maintenant j'ai hâte de me mettre à R, j'ai hâte de m'y mettre et euh, et de faire mes analyses de données et que je sens que notre travail ensemble a permis de dédramatiser beaucoup de choses par rapport à la programmation et ça c'est le meilleur compliment qu'on peut me faire. Et voilà. Et du coup, merci pour votre attention. Merci de m'avoir écouté. Et puis, juste pour vous dire, c'est mon point de vue et mon expérience. Et je serai très heureuse d'avoir vos avis, vos réactions et vos questions. Merci. Merci beaucoup, Anna. On va voir s'il y a des questions parmi les présents avant de passer en ligne. En tout cas, c'était très intéressant. Ouais, je pense qu'on a 4 messages. Le timing, c'est OK? Oui, c'était parfait. Non, c'est parfait. Merci. Trop bien. Il y a Marie-Hélène Henry qui a dit « Ce n'est pas forcément une question, mais j'ai une remarque générale. Je trouve très intéressant la démarche présentée, passer d'un travail exécutif à une position de coach. Je trouve cela passionnant. »
Ouais, merci Marilène. Ben, Oui, c'était vraiment pas simple comme changement de posture. Et puis surtout que le côté coach, justement, déjà, je le dis pas parce que ça passe hyper mal par rapport aux scientifiques. Enfin, il y a un côté très mal vu et très, enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui me raconte ça, mais j'ai l'impression que je me suis un peu interdit au début de me lancer dans ce changement de positionnement par rapport à ça. Et puis en plus, enfin, j'ai l'impression que je suis pas la seule. Il y a beaucoup de statisticiens qui sont là en mode juste, ben, on est là pour analyser des données et c'est tout. Et on est exécutant des projets. Et, euh, et là, je me suis rendu compte que ça servait personne en fait. En tout cas, dans le milieu de la recherche, oui, en plus, les chercheurs, ils sont là, ben, on est censé faire nos stats. Quand ils sont bloqués, qu'ils n'y arrivent pas, bah, ils ont une sorte de dissonance cognitive terrible. Donc, moi, de leur dire déjà juste, je veux vous accompagner, vous rendre autonome, ben, ça les soulage vachement. Voilà. Merci beaucoup, Anna, encore une fois. On passe à qui? Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça, je peux vous partager mon information. C'est un peu compliqué, hein. Avec deux écrans. En fait, je vais les liens déjà. Ah, mais je crois que Thiba, elle a levé la main oui, dans le... oui, je voulais dire quelque chose. Oui, Juste faire une allez-y, remarque, allez-y. Anna. Je voulais juste faire une remarque, Anna. Je veux dire que je suis d'accord à 100% avec ce que tu dis. Parce que moi, je travaille avec des médecins et je galère tout le temps justement pour ça, pour expliquer les données, à quoi ça sert, ce qu'on peut faire de bien, tous les problèmes. Donc, je suis vraiment d'accord avec toi. Voilà. Et Donc, je ça me fait sens du moins. bien. Ça fait du bien de voir quelqu'un qui passe par le même truc. Merci. N'hésite pas à m'envoyer un petit message, on pourra rediscuter de ça si tu veux. Oui, oui, bien sûr. Oui. D'accord, on va passer la parole à qui? Ok. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon, j'espère que ça Oui, va oui, ça va. Ça va. à distance aussi. Bon, bah, parfait. Parfait, parfait. Bah, bonjour à tous, ici présents et puis à distance. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est un petit peu de vous raconter ma vie de statisticienne avec R. Mais pour que ce soit le plus intéressant possible pour vous, je vous invite à essayer de repérer des mots-clés que je peux dire, par exemple, par rapport aux outils que j'ai utilisés. Je vais vous parler des outils que j'ai utilisés, pourquoi faire, qu'est-ce que j'ai rencontré, les freins que j'ai rencontrés. C'est plutôt là-dessus où peut-être que ça pourra vous faire réfléchir sur vous-même, sur ce que vous avez appris, sur des choses que vous ne connaîtriez pas, des choses que je ne connais pas et que vous pourriez me faire connaître. Voilà, c'est un petit peu ça l'objectif de cette présentation. Ça va être assez linéaire, d'année en année. Qu'est-ce que j'ai appris, le nouveau package que j'ai découvert, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça m'a appris. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, qui je suis. Donc, j'ai mis avant tout une R lady au sens littéral du terme, une femme qui utilise R. Et je l'utilise donc à la fois pour mon travail et aussi en genre de passe-temps, en genre de passion. Et c'est un petit peu ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Pourquoi c'est devenu une passion? Parce que ça me procure un plaisir d'apprendre à coder, le fait de faire un peu d'algorithmie, de réfléchir à des process de production, de réfléchir aux étapes que l'on doit avoir pour atteindre un objectif. J'ai l'impression que ça m'enrichit intellectuellement et ça me fait plaisir à apprendre. Parce que aussi, quand on code, on a l'impression de produire quelque chose. On n'est pas en réunion à discuter platement de choses inutiles. On produit quelque chose, on est content de son produit, on a un output à la fin. On apprend des choses, on produit. Et puis, dernièrement, et c'est un peu ce qui est le plus important chez moi, coder permet d'exercer son esprit créatif. Il y en a qui prennent un pinceau et qui peignent, il y en a qui dessinent, qui sculptent. Et moi, j'ai remarqué que mon esprit de créativité s'exerce en codant.
notamment donc parce qu'on décide de son propre process, comment arriver à un objectif, et aussi pour toute la sphère dont je vais pas mal parler aujourd'hui, qui est autour de tout ce qui est langage web, site web, créer des choses, rendre un site joli, rendre un site fonctionnel, créer des logos pour son site, toutes ces choses autour en fait, du métier de statisticien, informaticien, qui m'apporte des choses de ce côté-là. Donc là, je vais juste dire rapidement mon parcours pour que vous me situiez. Donc, je suis statisticienne, j'étais formée en data science, économie, sciences sociales et informatique via 2 écoles principalement, NSAI et NSAE. J'ai été en reprise d'études en 2019 suite à l'obtention d'un concours qui m'a fait monter de grade, on va dire, à l'INSEE, puisque je travaille dans le secteur public et j'ai eu un concours de l'INSEE en 2012, du coup, après ma classe préparatoire. Et puis, j'ai travaillé donc, dans la statistique publique tout du long. Donc, aujourd'hui, je suis à l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Avant, j'étais à l'adresse, qui est le service stat du ministère de la Santé et des Solidarités. Puis encore avant, j'étais à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est une administration publique. Voilà, donc là maintenant, on entame le parcours année par année. Alors, je ne commence pas par mon année de naissance, je vais commencer par l'année où j'ai commencé à travailler en 2015, du coup. Donc, 2015, c'est l'année où j'ai commencé à travailler et où j'ai rédigé ma première étude statistique. Et donc, j'ai été confrontée, je vous raconte cette histoire-là, à la première fois où j'ai découvert que quand on écrit une étude, on produit des chiffres, on fait des analyses stats, quand on en a parlé, on fait des coquilles. On se trompe dans son code, on fait des copier-coller, parfois mauvais, on est un peu fatigué, on se trompe. Et donc, j'ai fait une erreur à ma première étude statistique, je me souviens très bien. Donc, ça c'est un exemple typique en géographie, quand on a des codes communs pour les agrèges urbains, rural, etc. Il y a Paris, Lyon, Marseille qui ont un statut un petit peu particulier et qui ont des codes arrondissements. Et donc, j'avais agrégé, j'avais une table de passage entre un code commun et tout ça. Et donc, Paris, Lyon, Marseille ont disparu de ma base de données puisque j'avais utilisé le code arrondissement du code commun. Et donc, je reçois un mail, j'étais en vacances, je regarde mes mails en vacances, je suis jeune, j'ai envie de bien faire. Et là, je reçois ma chef qui me dit qu'est-ce que c'est que ces chiffres Et là, ça m'a mis dans tous mes états pendant toutes mes vacances d'avoir fait une erreur, je me sentais coupable, etc. Et mon message ici, c'est de dire que c'est humain de faire des erreurs et qu'il y a des moyens de les éviter, mais pas complètement, de les supprimer. Et donc, ces moyens que j'ai découverts au fil du temps, ce serait donc le travail à plusieurs. Dans l'idéal, c'est ça, hein, on a envie d'être à plusieurs sur un travail, mais en pratique, c'est assez rare parce que chacun a ses tâches et puis on met rarement des binômes sur une tâche, mais c'est probablement un peu dommage pour certains travaux importants. La reproductibilité dont je vais parler plus tard, parce que c'est ce que j'ai appris bien plus tard. Et comprendre et faire comprendre quand on commence à diriger une équipe qu'une coquille n'est pas forcément une faute professionnelle, une faute d'inattention n'est pas une faute professionnelle, c'est une faute d'inattention. Voilà, donc ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu en 2015 ? J'ai rencontré donc, mon collègue de bureau qui était juste en face de moi et qui était passionné qui s'appelle Mathieu et qui est passionné d'open data. Et donc, il m'a partagé un peu, en l'observant, j'ai appris à aimer le fait qu'on partage des données, donc l'open data, le partage de code, l'open source, et partager ses compétences en parlant avec mon collègue du bureau, puis après plus largement avec plein de monde et alimenter une communauté. Et ça m'a fait vachement progresser dans mon parcours. Et donc, c'est quelque chose que je recommande de faire, de s'ouvrir aux autres dans la mesure du possible, même quand on est un peu timide. Ensuite, 2016, c'est l'année où j'ai créé mon premier site web. Donc, c'est là où je vais commencer à vous parler d'outils. Alors, les outils dont je parle, ils sont démodés 2 ans après. Donc là, c'est un peu la slide où je vous raconte que c'est bien de se mettre au goût du jour, d'évoluer, mais parfois ça fatigue parce qu'on fait un premier site web et puis 2 ans après, on se rend compte qu'on est déjà un peu out. Mais bon, ça fait partie un peu des nouveaux métiers. Donc, qu'est-ce que j'avais fait au début ? J'avais utilisé une technologie qui s'appelait Jekyll. Hein, et donc, c'était une époque où il fallait faire un répertoire de code, puis un répertoire où on hébergeait le point HTML
qui était hébergé après sur une page qu'on appelle sur GitHub une GitHub page. Après, donc, est venu un package qui s'appelait Blockdown, qui s'appelle toujours Blockdown, qui aidait un petit peu à faire ces manipulations sur des sites web. On utilisait le format R Markdown, on avait une autre technologie un peu web, donc Hugo, et on faisait des choses. Et puis là, j'ai dit stop, je ne mets rien sur mon site web, j'ai juste fait pour m'amuser. Je ne vais pas le passer en quarto parce que je suis déjà de nouveau dépassée. Mais je le passerai quand j'en aurai l'utilité et je ne suis pas honteuse de ne pas avoir encore changé de technologie et de ne pas être tout à fait au bout du jour. Du moment que les choses marchent, tout va bien. Donc voilà, la morale, c'est innover, c'est bien, mais parfois c'est quand même un peu fatigant. Donc il faut faire peser le pour et le contre de est-ce qu'on change complètement un process, est-ce que le prochain outil est fiable ou pas, est-ce qu'on revoit tout à zéro ou pas. 2017, c'est l'année où j'ai créé mon premier package. J'en ai pas créé beaucoup d'autres depuis, je dois avouer. Mais donc, mon premier est presque mon dernier. J'en ai créé un autre après. Donc, c'est là où j'ai découvert GitHub. Donc, GitHub, c'est vraiment la plateforme qui permet de partager son code. Donc, il y a diverses plateformes, mais c'est la plus, on va dire, la plus connue, la plus ouverte aux autres. C'est là où les codeurs mettent le plus souvent leur code, en tout cas en R. J'ai appris à cette époque aussi que créer un package, ce n'est pas aussi compliqué que ce qu'on imagine, que de créer des fonctions, c'est très utile. Ça permet d'éviter le plus souvent des erreurs, de répéter des actions, de mieux structurer son esprit. J'ai aussi, là c'est catalogue pour vous faire découvrir éventuellement des choses. Peut-être que vous connaissez tout, c'est probable, c'est possible. J'ai aussi découvert un package qui est assez intéressant, qui est le package Down, qui existe toujours aujourd'hui, qui est toujours maintenu et qui s'est mis au bout du jour au fur et à mesure de l'évolution des technologies, qui permet de créer un site web de documentation de son package, d'avoir un site qui permet de faire un genre de vitrine de votre package. Et nous, j'ai créé un autre package quelques années plus tard. Mon objectif n'est pas forcément de vous les présenter ici. Pas forcément très intéressant ici. 2018, c'est l'année où je me suis vraiment ouverte à la communauté et où j'ai commencé à prendre la parole lors de conférences. Donc, une année marquante, un tournant dans mon parcours. Donc, ça a commencé avec Air Ladies en mars de l'année 2018. C'est la dernière fois que j'ai parlé à Air Ladies Paris. Donc, là, c'est la boucle est bouclée aujourd'hui. J'ai fait les rencontres Air cette année-là où j'ai présenté mon fameux package là précédent, dont je ne vous parle pas précisément, qui est sur l'évolution des géographies communales, quelque chose d'assez lié à la gestion administrative des codes communes. Et puis, j'ai aussi fait une école d'été. On m'a demandé d'intervenir. J'ai été très honorée qu'on me fasse cette proposition. Je me souviens très bien. Donc, c'était une équipe de chercheurs, donc un laboratoire qui s'appelle le Labex Dynamite, qui m'a dit j'aimerais bien que vous interveniez dans le cadre de cette école d'été sur l'utilisation de données spatiales massives. Voilà. Est-ce que vous pourriez animer avec telle personne un atelier de machine learning? Je n'avais jamais fait de machine learning à cette époque. Donc, j'avais dit aux intervenants, non, pas trop, j'ai pas trop de compétences là-dessus. Par contre, j'en ai un peu en carto légèrement, en analyse spatiale, mais pas trop sur les données massives, etc. Et donc, on m'a proposé de faire un atelier de cartographie en binôme avec Timothée Giraud, un géographe. Et donc, j'ai dit, je vais réfléchir. Et j'en ai parlé, et là, je vous raconte l'histoire parce que c'est une histoire marquante, parce que c'est la date à partir de laquelle j'ai décidé de dire adieu à l'autocensure. J'ai dit à mes deux copines, voilà, on me propose de faire ça, je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, je ne me sens pas prête, je n'ai jamais fait ce genre de formation. Donc, mes copines, tout de suite, si tu ne le sens pas, le fais pas, tu vas te sentir mal, si tu fais un truc où tu te sens pas légitime, le fais pas. Donc, effectivement, je me suis dit, oui, elles ont peut-être raison. Et puis, j'en parle à une collègue qui me dit, non, mais qui tu as déjà fait des choses en analyse spatiale. Si tu as envie d'aller faire cette conférence, vas-y, si tu as envie.
Et donc, je me suis dit, bon, OK, j'ai envie de tester, je me sens prête à essayer de relever ce challenge. Je vais bosser peut-être 30 fois plus que Timothée pour préparer cette formation, mais j'ai envie de faire cette formation. Et j'ai un excellent souvenir de cette date qui est marquante dans ma vie parce que j'ai vraiment adoré donner cette formation et ça m'a ouvert plein de portes par la suite. Donc, mon conseil ici sur cette histoire un peu longue, c'est on vous propose quelque chose, vous cherchez à obtenir quelque chose, si vous sentez de le faire, même si vous avez un peu peur, faites-le. Si vous ne voulez vraiment pas que ça vous horripile, ne le faites pas. Mais si vous hésitez, c'est peut-être que vous vous auto-censurez et donc vous pouvez tenter l'expérience, je pense, dans une grande partie des cas. Donc voilà, après j'étais lancée, j'ai donc donné cette présentation à Arledis sur mon package. C'était même un peu avant ça, c'était ma première présentation publique, celle-ci. Et puis en juillet, j'avais présenté aussi donc ce même package aux rencontres R. Et donc c'est comme si une slide rencontre avec la communauté R. J'ai mis un petit lien ici pour rejoindre aussi quelque chose de marquant dans mon parcours. C'est une chaîne Slack, donc c'est un outil pour faire de la diffusion un peu instantanée avec des personnes, avec des chaînes de questions, d'annonces, etc. Avec une communauté francophone d'utilisateurs de R qui est géniale, à qui on peut poser ces questions avec des exemples reproductibles. Donc pour ça, se référer au tutoriel de la précédente présentation. Voilà, donc ça m'a ouvert aussi à l'apprentissage. J'ai appris plein de choses grâce aux acteurs de cette communauté. Donc, je vous invite, débutants ou experts, à vous y inscrire pour partager. 2019, c'est l'année où j'ai fait un peu de Shiny. Donc, voilà, j'ai fait ma première application Shiny. Ça m'a mis des lustres. Donc là, j'ai mis, si vous utilisez Shiny, donc pour faire des applications interactives utilisant R, donc j'ai mis gare au perfectionniste, savoir dire stop, parce qu'on a toujours l'impression qu'on peut faire mieux dans une application, la rendre plus belle, la rendre plus fonctionnelle. Donc voilà, là, si j'ai bien un regret, c'est peut-être d'être allé un petit peu trop loin dans le perfectionnisme par rapport à l'objectif visé à cette époque. Puis en plus, c'est pas simple à maintenir. Donc ça, c'est en fait la suite de cette histoire se termine mal puisque c'était une application que j'ai rendue tellement compliquée. Je suis partie précipitamment parce que j'ai eu un concours, j'étais en reprise d'études. Je suis partie sans laisser de documentation, ce qui fait que cette application est morte 2 ou 3 ans plus tard. Donc l'énergie que j'avais passée dessus, finalement, m'a beaucoup servi à moi, mais pour l'administration, peut-être un peu moins. Donc voilà, avoir en tête que une application Shiny n'est pas forcément simple à maintenir et qu'il faut probablement y réfléchir à 2 fois avant de développer des choses trop compliquées. Et puis là, le message, c'est aussi l'importance de la documentation pour tous travaux statistiques que l'on fait. Donc, retour sur les bancs de l'école. Donc, j'ai eu mon concours, je suis retournée à l'ENSAE et j'ai été formée en machine learning et notamment en Python. Et puis, j'ai poursuivi un peu des différentes voies dans mes projets. Dès que j'avais un projet, j'ai essayé de faire un peu de R. Donc, une application Shiny, pas très intéressante. Une autre, un site web. Donc là, j'ai commencé à encore plus monter en gamme en termes de connaissances de construction de sites web. Et un peu de data viz. Voilà, j'avais utilisé la base OpenFootFact pour faire un site web interactif. Donc, j'ai continué à monter en compétences pendant mes études. En 2020, c'est une année un peu particulière, c'est-à-dire que j'étais à la fois étudiante et enseignante, parce que j'étais toujours à l'ENSAE et puis j'avais des demi-journées de libre pour être étudiante. Donc, j'ai fait une candidature spontanée pour être prof. J'avais vraiment envie d'être prof en R et notamment avec des débutants, des personnes qui ne connaissent pas, mais des débutants en stats aussi. J'aime beaucoup apprendre les bases de la stat, qu'est-ce que c'est que le quantitatif en fait. Et donc, j'ai donné des cours en méthode quanti à l'Université de Lille à distance parce que c'était le Covid. Donc, ça s'appelait Introduction aux méthodes quantitatives avec R. Donc, c'était des L3 en sciences politiques. Donc, c'était assez intéressant parce que ce n'était pas du tout le même public que la formation continue que j'ai pu faire au sein de mes boulots précédents. Et donc là, j'ai développé un autre site web. J'ai continué à faire des sites web de partout pour essayer d'apprendre parce que j'adore ça, apprendre à faire des sites web.
2021, donc une année particulière. Alors, une année où j'ai beaucoup codé parce que donc, j'ai préparé mon mariage. Et donc là, je me suis dit, j'ai envie de créer un site pour mon mariage. Et donc, c'est là où j'ai mis quand les compétences professionnelles s'invitent dans la vie privée. Et donc, je me suis inspirée donc, d'un package donc, fait par Synker. Donc, il y en a un représentant dans la salle qui s'appelle Wedding. Et je l'ai refait un peu à ma sauce. J'ai rajouté quelques fonctionnalités. Donc, vous pouvez vous servir de… Mais j'ai gardé la base à peu près de tout ça. Je vous mets pas un lien vers mon site web pour ce coup-là parce que, bon, quand même, c'est ma vie privée. Hein. Il y a un mot de passe en plus pour rentrer. Je vous ai fait quelques copies d'écran. Un bien choisi, sans nos photos et tout. Donc, juste pour vous montrer, c'était intéressant parce que c'était vraiment une application Shiny. C'est un site web un peu plus interactif où on a un module d'authentification quand on se connecte. Donc, tout ça, c'est des outils que vous pourrez retrouver dans ce package Wedding. Et puis, j'ai rajouté des petites fonctionnalités, donc un petit menu. Là, je vous ai mis un menu. Et puis, j'ai rajouté des petites fonctionnalités intéressantes qui peuvent vous donner des idées peut-être, notamment une interaction avec des Google Sheets. Où on peut interagir, où des gens peuvent inscrire des choses, ça s'enregistre et puis ça se réaffiche sur le site web. Donc, j'avais fait notamment un nuage de mots où je demandais aux invités dites-moi un mot qui vous fait penser à nous. Et donc, ils avaient dit un mot. Alors là, j'ai fait une copie d'écran, il y a R qui apparaît en gros, donc il y a des gens qui visiblement savaient qu'on était un peu intéressés par R. Voilà, d'autres mots. Et puis, donc j'avais mis aussi une carte interactive avec l'outil Leaflet, c'est des mots-clés que je vous balance, pour montrer l'itinéraire de notre futur voyage de noces. Et puis, un genre de livre d'or interactif, même logique, où les gens pouvaient entrer des mots pour en une direction. Et c'est un truc qui avait été bien apprécié, ce site web, des invités. J'avais aussi fait un trombinoscope où on pouvait cliquer sur les photos des invités, et la carte se retournait, il y avait marqué c'est l'oncle de machin. Voilà. Donc, je me suis vraiment amusée, j'ai appris plein de choses en faisant ça et c'est vraiment agréable d'apprendre en s'amusant. Donc, je vous invite, pas forcément à vous marier, même si c'est une aventure très intéressante, mais à chaque événement, voilà, un peu privé, chaque occasion, je sais pas, de trouver un moyen de mettre en application des choses en lien avec R, avec la stat, avec l'informatique. C'est toujours intéressant d'apprendre de cette manière-là. J'ai bientôt terminé, hein. Je passe vite. C'est l'année aussi, donc 2021, avec ma reprise d'études où j'ai appris Python. C'était l'occasion, hein, parce qu'effectivement, on parle tout le temps R et Python, puis moi j'étais à R et je ne sais pas ce qu'est Python. Donc j'ai appris Python, j'ai eu la chance d'apprendre Python à l'ENSAE. Ce que j'en ai retenu, c'est que vraiment, les logiques sont les mêmes. Qu'une fois qu'on a appris l'un, ça ne fait pas peur de passer à l'autre. Donc, ceux qui connaîtraient R et pas Python, il ne faut pas avoir peur et se sentir voilà, de jamais pouvoir faire de Python. Les logiques sont les mêmes. Inversement, pour Python vers R, c'est un peu comme quand on a déjà appris une langue difficile, on en apprend une autre, c'est de plus en plus facile. Donc, voilà, j'ai appris Python. Je sais que je pourrais l'utiliser dans des cas d'utilisation typiques du genre machine learning, tous les modèles un peu voilà, de deep learning, tous les modèles de ce type. Mais donc, je continue avec R parce qu'avec mon boulot, on continue avec R. Et puis, si je dois passer à Python un jour, je serais un peu triste parce qu'on a l'impression de repartir de zéro, mais je le ferai parce qu'il faudra probablement, peut-être, un jour le faire. Et donc, oui, en route vers Python, et c'est aussi un moment où j'ai donné un cours de Python à l'ENSAE, d'introduction à Python. J'en avais déjà, c'est l'année après mes études, direct, je suis devenue chargée de TD en Python. Et cette expérience m'a beaucoup inspirée parce que le professeur de cette matière a créé un site entièrement reproductible, c'est-à-dire que sur son GitHub, on a la création de son site web, on a la création de ses TD, de ses TP, on a des outils qui permettent de créer, donc de partir d'un outil Quarto, donc pour faire du reporting vers des Jupyter Notebook. Tout ça est vraiment chaîné et tout est vraiment informatisé. Quand on veut faire des propositions de modification, on les fait en tant que chargé de TD, on les fait sur cette plateforme. Et c'est vraiment un outil de travail que j'ai trouvé hyper intéressant et hyper riche et ça donne un résultat super. Donc, je vous invite à regarder le site web et puis le répertoire GitHub associé si vous voulez en savoir plus. 2022, donc j'ai continué dans des thématiques un peu spatiales.
j'ai continué à donner des formations en carto, en analyse spatiale. J'ai fait de la maintenance de package, d'un package qui était un petit peu mieux construit que le mien, donc ça m'a permis d'apprendre des choses. Et bon, j'ai continué à essayer d'être un peu créative et j'ai créé ce logo en faisant, c'était un package de lissage spatial, donc j'ai essayé de créer un logo utilisant le package pour écrire le nom du package en faisant du lissage spatial. Voilà, donc, voilà, j'ai encore essayé d'être créative et je me suis bien amusée à faire ça. Intégration continue, voilà, je voulais dire un mot sur ce qu'est l'intégration continue. C'est la manière dont on part par exemple, d'un document Quarto, plutôt que de générer sur son ordinateur un point HTML, un site web, de le mettre quelque part en ligne, de le mettre sur un GitHub. L'idée de l'intégration continue, c'est de juste mettre en ligne ce Quarto et alors je le dis avec mes mots, construire un genre de machine virtuelle qui permet justement de reproduire ce qu'on pourrait avoir comme RStudio sur son ordinateur, mais de le paramétrer complètement. Et ça permet qu'à chaque fois qu'on fait une modification sur son site web, par exemple, qu'on intègre ces modifications dans le GitHub, il y a une machine qui, à chaque fois ou quand on veut, on est obligé de le faire toutes les 5 minutes, qui va compiler tout le code et vérifier que ça génère bien la bonne chose. Et donc, du coup, c'est vraiment un moyen de s'assurer qu'on a bien un site web qui correspond vraiment à ce qu'il y a sur notre répertoire de code, qui correspond au code qui permet de générer ce site web. Donc ça, c'est vraiment l'intégration continue, c'est vraiment un moyen c'est un pas de plus vers la reproductibilité, le fait de pouvoir partager avec quelqu'un un code et qu'il puisse le reprendre et qu'il soit sûr qu'avec ce code-là, on obtienne l'output désiré. Et 2023, pour finir, je donne un nouveau cours à Sciences Po. Alors, j'ai fait candidature spontanée. Il y a une école qui m'a répondu, c'était Sciences Po. Donc, j'ai dit OK. Sciences Po, introduction à la data science avec R, c'était Master 2 en sciences politiques. Et donc là, l'objectif, c'est un peu comme avec mes licences 3, c'est vraiment de leur apprendre voilà, ce que c'est que de manipuler des données quantiques. Donc là, en l'occurrence, avec R. Et donc, ça m'a permis de monter en compétence sur la génération de sites web. Je me suis un petit peu inspirée, ce n'est pas les mêmes technologies et le même fonctionnement du site web du prof là, en Python. Je me suis dit, moi, je veux faire pareil. Je veux avoir ce même esprit et je vais essayer de le faire. Et donc, c'est ce que j'ai fait en créant un site. Donc, j'ai utilisé Quarto. Là, je me suis dit, bon, là, je me mets à la page. Je pars de rien, donc je me mets à la page. J'apprends Quarto. C'est l'occasion. Et puis, j'ai hébergé le site donc voilà, sur GitHub Pages. Et donc, j'ai mis en place de l'intégration continue pour la première fois, vraiment, une espèce de production pour un travail que j'ai fait en dehors du boulot. Voilà, bon, alors là, l'idée, c'est que vous ne répondiez pas à cette question tous. On pourra en discuter juste après. Et vous, quelle est votre histoire avec R? C'est pour vous inviter à réfléchir comment vous avez évolué dans le temps. Moi, j'ai une personnalité qui fait que j'aime bien me confronter à des choses, à des projets concrets pour apprendre. Voilà, j'ai un objectif, j'essaie de l'atteindre, je fais plein de bêtises, puis j'apprends de mes bêtises. Il y a d'autres approches qui sont plus dans l'apprentissage dès le début pour ne pas faire de bêtises, pour bien apprendre dès le début. Mais si c'était à refaire, je crois que je referais exactement la même chose. Je m'en fiche de ne pas avoir connu la reproductibilité quand j'ai commencé parce que j'ai l'impression que ça m'a appris plein de choses de me confronter à des erreurs moi-même et de mettre en place des solutions moi-même en faisant des bêtises, en discutant avec les autres. Donc voilà, il y a plusieurs approches, plusieurs personnalités. Il faut trouver le moyen d'apprendre qui vous correspond le mieux. Et puis voilà, place à vos questions, même si peut-être pas, je ne sais pas. Voilà. Et puis merci pour votre attention. J'espère que ce n'était pas trop chiant. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Il y a un moment, tu allais développer un site en Hugo. Du coup, l'une de tes évolutions, ça devenait un site en Hugo, du coup. Et Hugo, c'est juste des sites web statiques, normalement. Oui, c'est ça. C'est des sites web statiques. Ouais, et donc, du coup, par exemple, maintenant, c'est quelque chose que tu ne referais pas. Si, je pense. Mais c'est que Hugo, alors je ne connais pas bien, encore une fois. Moi, comme j'apprends en faisant, je fais un truc, ça marche, je ne me pose pas beaucoup plus de questions. Okay. Mais
il y a des personnes dans la salle qui sauront probablement mieux vous répondre que moi, mais en gros, Hugo, c'est un peu la technologie web, effectivement, pour créer un type de site statique. Et c'était interfacé avec donc, cet outil Blackdown, qui est vraiment un outil fait pour les utilisateurs de R qui font du rapport automatique avec des points RMD. Et c'est vraiment, voilà. Maintenant, j'ai l'impression qu'avec Quarto, on peut s'éloigner un peu de ces templates Hugo et se passer un peu de tout cet apprentissage de ces templates de sites statiques Hugo et de faire quelque chose de plus simple sans avoir à passer par ce genre de template un peu HTML, quoi. Voilà, c'est ma façon d'expliquer. Désolée, c'est un peu approximatif. Et alors, j'avais une autre question. Enfin, désolé si quelqu'un d'autre a une question. Qui me revient là, c'est donc vous avez développé des sites en Shiny. Et puis, ils étaient compliqués à maintenir. Enfin, du coup, c'est pas exactement la question publique, mais qu'est-ce qui était compliqué à maintenir exactement? Qu'est-ce qui, au bout d'un moment, il y avait différents paquets qui évoluaient, qui étaient compatibles les uns avec les autres? Je pense que c'est là, il y a plusieurs sujets. Il y a déjà un sujet de la rupture de compétences d'une personne à l'autre sur un même poste. Ouais, d'accord. Je pense que moi j'avais mis beaucoup d'énergie à apprendre et je pense qu'effectivement, quand on est débutant en Shiny, parce qu'il arrive dans plein de postes que voilà, il y a quelqu'un qui arrive sur le poste qui n'a pas les compétences qu'on avait et qui est loin derrière et qui n'a pas forcément envie de s'investir dedans. Et donc, je pense qu'il y a une conjonction de ça. La personne après moi a été effrayée par la complexité un peu du code que j'avais mis en place, qui n'était peut-être pas propre, qui avait plein de défauts, je pense. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur la documentation. Hein. Je pense que j'avais mal fait les choses de cet aspect-là. Je suis partie précipitamment et je n'ai pas documenté dès le début ce que je voulais. Et puis, il y a cet aspect de, on change de politique, on n'utilise plus Shiny dans cette administration, on va utiliser un nouvel outil et puis l'outil disparaît. Voilà. Il n'a pas cessé d'être fonctionnel au bout d'un moment en réseau. Non, il est toujours en ligne. D'ailleurs, il y a les liens qui captent tout au long de la présentation. Donc, vous pourrez y jeter un coup d'œil. Mais il n'est plus actualisé. Donc, ils utilisent une autre technologie interne au ministère. Ils sont inspirés du design et des fonctionnalités et des choses que j'avais pensées en amont. Mais ils ont changé de techno, quoi. D'accord. Et aussi, à l'époque, quand vous avez développé, je crois qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas encore découvert GitHub. Je ne sais plus à quel moment ça arrive dans la présentation. Alors là, pour le coup, si, je connaissais en tout cas, mais l'administration dans laquelle je travaillais n'était pas ouverte au partage de code de toute façon. D'accord. Donc, je pense que je faisais du versionning de mémoire un peu en interne. Non, même pas. Parce qu'il n'y avait pas de Git mis en place du tout dans l'administration. Je connaissais GitHub par les projets perso. Ouais. Et j'avais cette dissonance où dans mes projets pro, je n'avais pas les infras pour faire du versionning sur CS. Donc, cette appli n'a pas été versionnée. D'accord. Donc, il n'y a pas de moyen de remonter au dépend de Non. développement. Ouais, ce qui est encore bien dommage. Ouais. D'accord. Okay. Quelques questions. Oui, là, on voit des commentaires dans le chat. Oui, j'ai parlé. Oui, on a Anna qui dit c'était tellement magique le moment où j'ai compris l'intégration continue. Ouais. Après... Je ne comprends pas tout à fait, mais quand on commence à voir que ça marche déjà, c'est bien. Après, on a un commentaire de Muriel qui nous dit votre parcours est inspirant et motivant. Oui, elle a une question concernant la cartographie avec R. Quand posez-vous et où Shiny ou Streamlit et quel package aussi pour se former à la cartographie avec R? C'est un sujet sensible parce que je veux heurter personne. Non, ils sont pas connectés. Je veux dire que non, alors moi j'ai pour habitude de ne pas recommander forcément un package en particulier hein, parce que j'aime pas orienter forcément vers un outil en particulier, c'est pas trop dans mon tempérament, mais moi de l'expérience que j'ai un peu deux écoles, mais il y en a plus des écoles qui existent, donc je vous dis les deux écoles. Donc sur la carto statique, c'est-à-dire on veut faire une carte jolie qu'on peut imprimer sans interactivité. Il y a deux outils que j'utilise et sur lesquels je fais des formations. C'est donc le package ggplot2 qui permet de faire des cartes. Pourquoi ggplot2 est bien pour faire des cartes? C'est parce qu'il y a pour le public qui connaît déjà ggplot2 notamment, qui fait de la data vise et qui connaît la logique ggplot2. C'est un peu compliqué d'apprendre à la fois à faire de la data vise et des cartes en ggplot2. Voilà. J'aime bien ggplot2 pour faire des graphiques. Je trouve qu'il y a une logique qui est hyper inspirante et ça s'adapte bien aux cartes.
Et pour un public plus de débutants ou qui font de géographe pur, par exemple, qui font que de la carto, j'ai plutôt tendance à conseiller peut-être autre chose, et notamment, donc, il y a le package MapSF qui peut servir, mais je sais qu'il y a d'autres packages du type TMAP qui sont appréciés. Voilà. Donc, moi, j'utilise, quand je fais une carte, j'utilise MapSF en général, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus simple. Ça fait une carte belle dès le début. On n'a pas forcément obligé de rajouter des options. C'est plus facile, on va dire, de faire des cartes avec MapSF, selon mon point de vue. Et pour la carte interactive, il y a d'autres outils. Voilà, il y a MapView, Leaflet. Voilà. Après, on a une deuxième question de Nicolas par rapport à votre parcours d'enseignement. Dans quel cadre est-ce que les étudiants en sciences po sont amenés à utiliser les stats R? Est-ce qu'ils sont intéressés par ce genre de cours? Est-ce que beaucoup d'entre eux sont amenés à utiliser ce qu'ils apprennent? On est déconnectés. Non, ça va. Est-ce que ça va pas tuer la cible? Le partage, c'est pas grave, mais est-ce que le Zoom... Non, mais je crois que le Zoom Non, est le trop Zoom bon, est là. vous auriez été déconnecté. Vous m'entendez? Oui, À distance? Ouais, bon, Oui, c'est bon. Bon, tant mieux, c'est le principal. La question, c'est quoi? c'était par rapport aux étudiants à Sciences Po. Ah oui, Est-ce qu'ils sont amenés à utiliser les Ouais, stats? pas beaucoup, je pense. Mais je trouve que dans la vie quotidienne, la preuve, je vous l'ai montré quand on se marie, c'est toujours utile d'avoir des bases en quanti, quoi. Après, dans leur métier, j'en sais rien. Je sais pas, mais je trouve que ça fait partie de savoir un peu de base. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres Est-ce que vous avez d'autres questions? De toute façon, je ne vois plus de questions de le chat. Est-ce que là, vous avez des questions? Non, c'est une question, c'est juste que je ne m'identifie pas à votre parcours, mais il est standard au mien parce qu'en fait, j'utilise beaucoup plus pour un effet personnel. J'ai été sûr, je crois que je suis arrivé sur votre page de site pour le mariage, parce qu'en fait, je cherchais une application Shiny. Ah non, pas de mon mariage. Non, pas du mariage. En fait, j'ai une application Shiny voilà, pour le mariage. ma source d'inspiration, Voilà. c'est le site. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai une idée d'application. En fait, je donne des qualités et je voulais en fait au-delà des applications que je fais avec eux, je voulais leur trouver une application assez sympa. Donc, je suis tombé sur votre C'est un bon exemple. Voilà. Et je trouve ça très intéressant. Oui, ça sert pas que quand on se marie, c'est pour faire. Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment une source d'inspiration pour faire des trucs un peu sympas. Je vais brancher rapidement le film. On peut laisser. Voilà, ça va, ça se voit. Après, c'est pas branché, c'est plus branché, c'est ça? C'est fermé là? Alors, je sais qu'elles sont assez lentes. Des fois, pour trouver le signal, on peut essayer de la déconnecter et de la reconnecter. D'accord. Après, là, je viens d'ouvrir. Hein. Peut-être c'est un problème. Ouais. Oui, je vais pas m'ouvrir parce que je viens d'ouvrir. C'est ça la raison. Et après, normalement, sinon, la page change. Oui, ça va bien. Là, je peux reconnecter sur Zoom. Si t'es l'ordinateur que t'es là, et là, tu trouves le code de son cache. Ça rame, donc j'imagine qu'il faudra se reconnecter. Là, on n'a pas dit Est-ce qu'ils sont là encore? Ils sont encore là, ils entendent. Ok, tu peux empêcher utiliser ce PC.
Oui, on peut utiliser ce PC si vous voulez. Je vais vérifier les batteries là, mais maintenant, c'est bon. Voilà, c'est bon. Et voilà, il veut. Ouais. Excusez-nous pour ce petit contretemps technique. Ouais. Je vais juste vous présenter nos prochaines méthodes de RD10 Paris et vous dire au revoir et vous libérer après. Ouais. Oui, c'est ça, je vais faire. Je vais vous dire du nom d'espace. J'avais mis d'arrêt. Oui, je pense que les slides suivants, ils vont changer. Ouais. Bah, je pense que tout le monde connaît RD10 Paris, où je vais brièvement les présenter. En fait, c'est une section locale de l'Organisation mondiale RD10 globale qui promeut la. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas de souci, parce qu'on n'a pas réussi à se connecter encore pas sur Zoom. Ah, d'accord. Oui. Ouais. Ah oui, non, pour le coup, oui, si c'est sur l'ordinateur, là, il n'y a rien qui puisse faire. Mais voilà, bah, j'ai oublié au début de me présenter. En fait, je suis Shaima Bougani, je suis data scientist. J'ai rejoint RD10 Paris il n'y a pas très longtemps, mais je suis le groupe depuis des années. Et du coup, j'ai rejoint RD10 Paris grâce à Mona Belli, de la présidente, on va dire, de RD10 Paris, que je la félicite en fait pour tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle a repris en main RD10 Paris après le Covid. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre. On est présent sur tous les réseaux, sur Meetup, YouTube, Instagram. On est très actifs sur LinkedIn. Et là, je profite pour vous inviter à nos prochains Meetup. On a un afterwork en collaboration avec P-Ladies Paris. Ça sera le 24 octobre 2023. Ça sera dans un bar un peu chill et tout. Donc, il n'y a pas de présentation, de workshop. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre. Après, on a une présentation du package Glitter avec Lise Vauder. Lise travaille au sein de CNRS, c'est le Centre national de recherche scientifique, et ça sera le 14 novembre 2023 et ça sera en version française, donc ça sera en français. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et venir découvrir ce package ou à papoter avec nous le 24 octobre 2023. Il y a l'adresse, il y a tout, ce sera à partir de 19h. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je pense que tu peux quitter. Ouais. Parce que j'ai déjà laissé un message dans le chat. Ouais.